Moi, je suis originaire d'un milieu rural, il y avait un foyer rural, il y avait des petites choses comme ça. Et puis, j'ai découvert, tout à fait par hasard, la Fédération française des maisons de jeunes, qui recrutait à ce moment-là des directeurs, qui les formait pendant un an, plus une année alors avec des stages pratiques dans différentes structures, plus des stages théoriques en région parisienne. Il y a un appel extrêmement fort, je dirais, du milieu urbain qui fait que des familles qu'on appelle mononucléaires, ce n'est pas les familles monoparentales, c'est les familles mononucléaires, c'est-à-dire père, mère, partent avec leurs enfants en milieu urbain et vont s'installer dans la banlieue parisienne où on construit à grande vitesse des logements sociaux, même chose dans la banlieue lyonnaise, même chose à Marseille, etc. 8 à 1200, quand Janinat s'en va? Ah non, alors là, c'était... Je ne saurais pas vous dire. Oui. C'est 150 à 200. Ah d'accord. Mais en 5 ans, il y a eu un développement considérable. Qui était plus pour le monde ouvrier? Janinat. Janinat. Alors, parce que l'éducation populaire, ça devait être le peuple, ça devait... Bon, ça c'est un discours des années 40, hein, c'est un peu dépassé. On peut dire que la première création de l'éducation populaire, c'est le syndicalisme. Hein, parler ensemble, ce que veut dire d'ailleurs syndicare et syndico en grec ou en latin, parler ensemble et imaginer une transformation du monde à partir de cette parole, est bien l'acte de fondation du mouvement ouvrier. C'est vrai que c'était une militante de la CGT, militante de l'éducation populaire telle qu'elle se pratiquait à ce moment-là, de la cogestion, très institutionnelle, très, comment dirais-je, même très rigide sur la répartition des rôles, très formaliste. Voilà, très formaliste. Le syndicalisme s'est construit dans une culture de contre-pouvoir. Et cette culture de contre-pouvoir s'est très rapidement institutionnalisée sur une frontière. À savoir, on ne va tout de même pas aller discuter des affaires de l'autre. Parce que ce serait d'ailleurs contre-révolutionnaire. Je veux dire, la tradition de cogestion à l'allemande a toujours été vue par les tenants des gauches radicales françaises et belges comme étant la pire des compromissions. Moi, je pense que le développement des MJC dans les années 60, avec l'État et avec Herzog, elle est construite sur ce que j'ai appelé une équivoque politico-pédagogique. C'est-à-dire ce que attend l'État des maisons de jeunes à la culture, y compris Herzog, qui les soutient fortement, et ce que revendique de vouloir faire un certain nombre d'acteurs des MJC, bénévoles ou professionnels, n'est pas de même nature. En mai 68, au plus profond de la querelle, Lyon-Gerland, alors c'est quoi Gerland? C'est un quartier un peu excentré, un peu ouvrier, mais un peu désertique finalement par rapport à la MJC. Eh bien, au moment de mai 68, la MJC est devenue vraiment une pétaudière. On était un tout petit peu investi par les Mao, on ne sait pas pourquoi ni comment. Et bon. Et puis là, sont arrivés aussi les jeunesses communistes, et puis sont arrivés d'autres gens. Et tout naturellement, le débat. Mais le débat, il n'a pas été comme ça, de toi à moi, de moi à toi, il a été autour de la table. On a même eu, je me souviens, un débat très castagneur, je ne me souviens plus de son nom, ce pauvre homme, avec un RPR de l'époque, qui était le responsable de cette feuille qu'éditait ça s'appelait le RPR, ouais, je crois, La Nation, c'est ça? Il y avait une feuille qui s'appelait La Nation, et c'était le père fondateur de La Nation, et ce pauvre homme est venu là, dans un débat pétaudière, défendre son point de vue de gaulliste face à des jeunes communistes, à des Mao survoltés, etc. Mais le débat a eu lieu, et il a eu lieu sans... Je ne dis pas que ça a été chaleureux, mais il a eu lieu sans insulte, il a eu lieu sans mépris, voilà, entre citoyens, même s'il est vif. Et ça, c'est notre credo, en tout cas, c'était le mien. Une des grosses confusions, et notamment dans les MJC, consiste à penser que la démocratie, c'est la liberté d'expression. Et que donc, si,
dans notre MJC, nous permettons à des jeunes, par exemple, ou à des gens dans un quartier de s'exprimer, nous avons fait notre travail de démocrate. C'est faux. Une liberté d'expression qui n'a aucune conséquence, qui n'est pas suivie ni d'analyse politique, ni de modification, ni d'action, ça ne gêne personne. On peut autoriser des jeunes à dire du mal de l'école, donc on a fait de l'expression, d'accord. À partir de quel moment cette expression cesse d'être une expression brute et revancharde pour devenir une analyse? Ah, là on va faire de la politique.